Bonsoir à tous et bienvenue dans le 18h du 18 juin 2015. Merci d'être avec nous et d'avoir répondu à notre appel. Au menu ce soir de notre émission, nous allons rendre hommage à Hélène Combe, une intellectuelle nantaise engagée, avec le témoignage de Patrick Vivray, philosophe et essayiste qui est de passage à Nantes. Et puis, on fera également revivre le mythe de Serge Gainsbourg avec deux animateurs de la radio Prune, la radio nantaise, Vincent Degré et Solange Maribé. Et puis, on retrouvera en fin d'émission également notre chroniqueur cinéma, Alexis, qui va nous faire réviser nos classiques de western à l'occasion d'une rétrospective Ennio Morricone. C'est au cinématographe à Nantes. Voilà le programme de notre émission qui démarre tout de suite. Et nous accueillons tout de suite Patrick Vivray, philosophe et essayiste, spécialiste notamment des questions de richesse et des indicateurs qui vont avec, qui est de passage à Nantes ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors je le disais, vous êtes de passage à Nantes puisque vous êtes plutôt parisien. Vous êtes là à l'occasion d'un débat sur les monnaies locales qui a lieu à l'Hôtel de Région à la suite d'un rapport présenté par Jean-Philippe Magnin, élu régional Europe Écologie Les Verts. Mais si on vous reçoit ici ce soir, c'est pour parler d'Hélène Combe, que vous connaissiez bien. Vous avez travaillé avec elle à l'Observatoire de la décision publique. Elle est décédée récemment, le 8 mai dernier, des suites d'une maladie dont elle se savait atteinte depuis longtemps. Et demain, une soirée d'adieu et hommage lui est rendu à Nantes, intitulé Merci à Hélène. Ça va se dérouler à partir de 18h30 à la Maison des syndicats, gare de l'État. C'est ouvert à tous, donc je le dis aussi à nos téléspectateurs. Alors c'est vrai qu'Hélène Combe était peut-être peu connue du grand public, mais elle a laissé son empreinte dans beaucoup de politiques publiques locales, l'agenda 21 de Nantes Métropole, la définition aussi de nouveaux indicateurs de richesse. Elle a créé une chaire de développement humain durable et des territoires à l'école des mines de Nantes. La liste est encore plus longue, hein, je ne peux pas être exhaustive. Johanna Roland, maire de Nantes, a aussi salué cette femme animée par un engagement social profond. Si je dis que c'était une intellectuelle engagée, c'est correct selon vous ? Oui, tout à fait. Et elle mettait en œuvre un terme qu'elle utilisait beaucoup, qui était celui d'expertise citoyenne, justement pour montrer qu'il y a d'autres formes d'expertise que l'expertise académique, et que les citoyennes et les citoyens sont porteurs d'expertise qui peuvent être extrêmement utiles, notamment pour les politiques publiques. C'est vrai qu'on a tendance à parler de démocratie participative, mais pour elle, ce n'était pas un vain mot. C'est pour ça aussi qu'elle faisait partie de l'Observatoire de la décision publique. C'était comment on associe les citoyens à la prise de décision. Oui, tout à fait. Moi, j'ai connu Hélène à l'époque, elle était encore à Roubaix, à l'époque où je conduisais la mission sur une autre approche de la richesse qui avait été commandée par Guy Asquette. Et elle était justement à la jonction d'une démocratie de grande qualité participative, mais aussi d'une délibération enrichie et d'une capacité de décision pour que les personnes qui étaient à même de prendre des décisions bénéficient de cette richesse venue de la démocratie participative et délibérative. Alors, Maurice Loiseau, qui la connaissait bien également, qui faisait partie notamment du Conseil de développement nantais, qui a travaillé aussi avec elle à la sauvegarde de l'enfance, parle d'une voix puissante, structurante, interpellante et parfois dérangeante, ne laissant pas les institutions tranquilles. Elle avait aussi ce côté-là, un peu poil à gratter aussi, pour pas que les institutions s'endorment. Oui, tout à fait. Elle avait cette créativité, elle avait cette générosité, mais elle avait aussi cette exigence. Cette exigence à l'égard des institutions, mais aussi à l'égard de ses propres amis. C'était pas toujours simple à cause de l'ampleur de cette exigence, mais c'est quelqu'un qui est profondément lumineux. Quand vous regardez une vidéo d'Hélène, et je conseille à toutes celles et ceux qui la connaissent pas forcément de regarder, et ce qui frappe d'abord, c'est la lumière qu'elle dégage. C'était quelqu'un qui rayonnait, et du coup, même dans sa phase exigeante et interpellatrice, c'était toujours appuyé sur une grande générosité, une grande humanité. Et un grand sourire. Et un grand sourire, justement, la première caractéristique du rayonnement, de la luminosité, c'est le sourire. Et j'ajoute, c'est aussi ce qui fait que, même après son décès, c'est
quelqu'un qui reste profondément vivant, quoi, qui continue à pour nous ça nourrir, que nous habiter. Tous ceux avec qui elle a pu travailler, qui ont croisé son chemin, aussi choisi d'organiser donc cette soirée demain, parce que c'était aussi une tisseuse de liens entre différents réseaux, parce qu'on parle de l'Observatoire de la décision publique, on a parlé aussi de la chaire à l'École des Mines, elle était également à Nantes à l'Institut Kervégan, au Conseil de développement, elle a eu plusieurs vies avant même d'arriver à Nantes. Au Forum pour d'autres indicateurs de richesse. On a aussi beaucoup travaillé sur les enjeux autour du pacte écologique. Donc c'est ça, elle faisait du lien entre tous ces réseaux-là. C'était aussi sa marque. Je me souviens d'un séminaire qu'on a co-organisé avec elle et où on avait invité Didier Migaud, qui est maintenant premier président de la Cour des comptes, qui était à l'époque responsable à l'Assemblée nationale, sur la question du développement durable en rapport avec les réformes budgétaires. Et voilà un objet qui était à la fois tout à fait passionnant, qui pour la plupart des gens peut apparaître très techno, rugueux, etc. Et grâce à Hélène, était capable de montrer la dimension citoyenne et passionnante qu'il y avait dans des sujets apparemment aussi austères. Alors, on voit toutes les matières à réflexion qui pouvaient aussi l'animer, mais est-ce qu'il y a des choses concrètes? Est-ce qu'elle a pu mener des combats à terme pour que ça se ressente dans la vie quotidienne? Parce que je parlais évidemment d'une intellectuelle engagée qui avait plutôt un travail de l'ombre, mais est-ce qu'il y a eu des choses concrètes qu'elle a pu mener à bien? C'est deux choses différentes. Tout ce qu'elle a fait était très concret. Mener à bien, ça veut dire quoi? On est toujours à mi-chemin. En plus, quelqu'un comme Hélène, qui avait une grande exigence et une grande ambition, on ne pouvait jamais dire que ça y est, elle avait complètement mené à bien un combat. Mais on est aussi sur des terrains très actuels. Par exemple, on voit bien aujourd'hui avec les préparations du sommet de Paris sur le climat, à quel point la question des migrants climatiques devient une question essentielle. Voilà typiquement un combat qu'elle a mené de façon anticipatrice. Alors, par nature, ce sont des combats qui n'ont pas de fin, mais pour autant, ce sont des combats extrêmement concrets, et pas simplement des combats, des propositions, des expérimentations, et qui sont ancrées dans le réel. C'est vrai que ce sont des thèmes parfois comme la sobriété heureuse que vous défendez, les nouveaux indicateurs de richesse, qui ont du mal à rester durablement à l'agenda politique ou à être sur le devant de la scène médiatique. Il y avait besoin de gens comme elle ou de gens comme vous pour incarner ces idées-là aussi. C'est vrai, mais vous savez, quand on est sur des terrains qui correspondent aux questions de la vraie richesse. Souvent, Hélène, elle partait de la question « qu'est-ce qui compte le plus pour vous ?» Dans le débat sur la richesse, justement, dans les Pays de Loire, ça a été la première question. Quand on part de ce qui compte le plus pour des êtres humains, on est sur de l'essentiel, et cet essentiel, il finit toujours par réapparaître au-delà des modes. Merci beaucoup, Monsieur Vivray, d'avoir été avec nous. Et puis, je rappelle le rendez-vous demain avec des tables rondes qui vont revenir justement sur tous ces champs d'action dans lesquels intervenait Hélène Combe. C'est à partir de 18h30 à la Maison des syndicats Gare de l'État jusqu'à 20h. Il y a une adresse Internet si vous voulez vous inscrire ou aussi livrer votre témoignage sur Hélène Combe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et tout de suite, j'accueille Vincent Degré et Solange Maribé, tous deux animateurs d'une émission au drôle de nom qui s'appelle Boom Bomo, que nous avons appelé Boombo à peu près toute la semaine. Boom Bomo, sur Radio Prune, sur le 92 FM, radio nantaise bien évidemment. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. On vous reçoit parce que vous avez choisi pour la fin de l'émission, parce que l'émission là, elle est terminée, c'est déjà la fin d'année pour vous, mais vous faites une semaine spéciale, cette semaine consacrée à Serge Gainsbourg, avec conférence musicale, projection d'un film méconnu, alors ça c'est déjà derrière nous, et puis ce samedi aussi une soirée mix dans le bar Monsieur Machin. Donc Serge Gainsbourg à l'honneur pendant une semaine. D'abord, on va revenir sur Boom Bomo, cette émission donc, qui est une hebdomadaire, le mercredi sur Radio Prune, de 22h à 23h, en direct, attention, dont le concept est de dépoussiérer la musique française des années 60 aux années 80. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'est dit que, en fait, ça part de là, la musique française, la culture populaire française musicale, est le point commun entre tous les DJ ou tous les passionnés de musique que je connais, qui l'assument
plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y en a qui en passent en soirée, il y en a qui ont quelques disques chez eux, mais personne n'a vraiment poussé la passion ou le délire jusqu'à faire une soirée ou une émission de radio. Et ça manquait, parce que c'est vraiment quelque chose, ce sont des artistes qui rassemblent les gens. Et il manquait un rendez-vous, il manquait un lieu, il manquait un concept, il manquait quelque chose. Et Boom Bomo est arrivé. Donc on s'est dit, voilà, on va faire une émission de radio doublée d'une soirée chez Monsieur Machin depuis le début de l'année. Et c'est cool, ça fonctionne. On a des bons échos, les gens écoutent, les gens viennent danser sur Gainsbourg, sur plein d'autres artistes qu'on passe, qu'on diffuse. Sur Barbara, sur... Hugo Frey, Nino Ferrer, voilà, si c'est William possible. Scheller, Marie Laforêt. Donc en gros, il y a Radio Nostalgie, hein, par exemple, qui passe ce genre de titre. Hein. Moi, j'aime bien écouter ça aussi, le soir dans ma cuisine. Ouais, pas cela. Pas tout à fait, en fait, parce que justement... Et vous, justement, vous situez comment par rapport à... on est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que, il y a des titres qu'on passe des fois, qu'on peut entendre sur Nostalgie, parce que justement, le but, c'est de ne pas perdre non plus les gens, donc de donner des points de repère aussi, voilà, de passer des tubes, voilà, et en même temps de faire découvrir soit des morceaux qui sont moins connus mais qui sont tout autant de qualité, ou des artistes qui sont beaucoup moins connus mais qui sont aussi très bons. Par exemple, on a fait une émission sur Jacqueline Taïeb, alors je ne sais pas si ce nom dit quelque chose à quelqu'un, mais sa musique en fait a été utilisée très récemment dans des pubs, voilà, mais on la connaît plus ou moins pour ça, et celle qui alors qu'en fait elle a fait 5h du mat, exactement avec sa voix, voilà, 7h. Donc on a fait Jacqueline Taïeb, Georges Jouvin. Pour donner un ordre d'idée du grand écart qu'on fait et qu'on adore faire, Solange, lors d'une de nos dernières émissions, a passé à quelques minutes d'intervalle un morceau de Georges Jouvin, un trompettiste français complètement méconnu, juste avant ou juste après un morceau de la compagnie créole. Ah bah voilà, d'accord, ok, donc c'est ça. Oui. Puis j'avoue aussi que je suis un petit peu la caution kitsch de l'émission, donc c'est toujours moi qui va mettre mes gros sabots et mettre des trucs du genre Rose Lawrence, Africa, enfin des choses comme ça, c'est moi. Voilà. Oui. D'où votre joli t-shirt aussi, Chaton Ananas, quoi. Oui, c'est le côté kitsch aussi. Exactement. Et vous avez amené, je vois, des 45 tours Boom Bomo, ça explique pourquoi l'émission s'appelle Boom Bomo. Exactement, du coup, je peux peut-être les montrer à la caméra. Mais oui, montrez ça à la caméra juste en face. De voilà. Pat Le Guen. Alors je voulais rendre à Boom Bomo ce qui appartient à Boom Bomo. C'est bien. On a pris sans aucune pitié le nom et le logo. Sans aucune autorisation. Sans aucune autorisation. Des disques qui sont sortis dans les années 60. D'ailleurs, on a un appel de la SACEM à l'instant. Mince. Bomo, c'est une marque de vêtements qui a disparu. Ouais. Donc ça va, je pense que les ayants droit ont disparu eux aussi. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, les marques de vêtements, les marques d'alcool, les marques de toutes sortes de marques, en fait, faisaient des disques commerciaux. Je ne sais pas s'il y a vraiment un équivalent maintenant à ce genre de publicité que s'offraient les marques. Et donc, eux, Bomo, ils ont fait les disques Boom Bomo. Il y en a 8, c'est une série de 45 tours comme ça qu'on trouve dans tous les vides-greniers français. Ça vaut vraiment pas grand-chose. Et c'est comme ça que vous l'avez découvert, vous, dans un vide-grenier ? Exactement, dans un vide-grenier, j'en ai vu 1, puis 2, puis 3, je les ai récupérés. J'ai fini par avoir les 8. C'est celui-là que j'ai galéré à avoir, mais j'ai fini par le trouver. Ça vaut de l'argent, ça ? Non. Non, vraiment, ça se trouve souvent, donc ça vaut pas très cher. Donc voilà, on tenait à rendre à Boom Bomo ce qui appartient à Boom Bomo. C'est bien, ça c'est fait. Le logo et le nom ne nous appartiennent pas complètement. Et du coup, vous parliez aussi des DJ qui utilisent cette chanson française, cette chanson francophone plus ou moins de façon assumée. C'était aussi le sens de cette émission, de montrer que cette musique, elle est encore actuelle et on peut encore s'en servir éventuellement dans des samples, des choses comme ça. Eh ben, il y avait une chronique sample à un moment au début de l'année, quand on avait fait le choix de raccourcir un peu nos thèmes d'émission, et du coup on avait de la place encore pour des chroniques, et justement on voyait qu'il y avait beaucoup de chansons françaises en fait qui avaient été samplées, alors soit par des rappeurs américains ou même des rappeurs français, ce qui est plus logique aussi, mais voilà, c'est marrant de voir des rappeurs américains aller piocher dans la variété française, dans les musiques françaises pour sampler ça et faire des morceaux qui datent des années 2000 par exemple. Dr. Dre, un rappeur et producteur de rap américain super connu, mondialement connu, a été pioché dans le répertoire de Charles Aznavour. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Alors, on me dit dans l'oreillette, il y a un expert, je crois, en régie, et il y a un site qui s'appelle Sample, qui répertorie un petit peu tout ça. Voilà, avis aux amateurs. Alors là, en l'occurrence, on va s'attarder un peu plus sur Gainsbourg, puisque vous avez choisi, pour célébrer la fin de l'année, la fin de l'école, de consacrer une semaine à Serge Gainsbourg. Pourquoi lui ? Alors pourquoi lui plutôt qu'un autre? Parce qu'il y a des artistes, on n'a pas encore fait d'émission d'ailleurs, Hugo Frey, on va s'y coller dès la rentrée je pense. Il y a des artistes dont on a déjà beaucoup de mal à condenser l'œuvre en 1 heure. Je pense à Barbara, ça a été compliqué de faire les choix, il a fallu sacrifier certains morceaux, certaines périodes de sa vie. Je pense à Marie Laforêt aussi, je le répète, mais je suis vraiment très amoureux de Marie Laforêt. Gainsbourg, lui, c'est de l'ordre de l'impossible de faire une émission d'1 heure sur lui, sur sa vie entière. Donc comme on avait décidé de conclure notre première saison à l'antenne par un événement un peu plus ambitieux, avec une conférence, un film, etc. On s'est dit qu'il fallait un artiste de sa trempe, de son envergure. Et puis il y a un goût aussi pour Serge Gainsbourg, c'est suffisamment kitsch.
C'est pas kitsch du tout. Enfin, après, ça dépend des morceaux. Si on écoute par exemple Si Sex and Son, là c'est hyper kitsch et ça vaut pas ce qu'il a fait à côté. Mais c'est ça aussi, je pense. C'est un peu un symbole même, je dirais, de Bumbomo parce que ça représente l'artiste en fait qui a fait beaucoup de choses, qui est hyper talentueux et qui va du très pointu. On a parlé dans la conférence notamment de ses albums jazz qui sont pas très connus au début de sa carrière, à des tubes qui l'ont propulsé. Donc c'est vraiment, je pense, une illustration parfaite en fait de ce qu'on essaye de faire pendant l'année. Alors on pourrait se dire aussi que tout a déjà été dit sur Serge Gainsbourg. Est-ce que tout a déjà été dit? On sait quand même pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été racontées. Ouais. Après, nous, la conférence qu'on a animée donc, à Trampolino avec Chili J, qui est lui aussi un bénévole de Radio Prune, un DJ et conférencier bien connu, résident au lieu unique notamment, grand passionné de Serge Gainsbourg. Nantais donc. Nantais donc. Donc Chili J, voilà. Avec Chili J, on a décidé de faire une conférence sur un thème bien précis, c'est-à-dire que l'idée de la conférence, c'était pas de résumer la discographie et la biographie de Serge Gainsbourg. On s'est vraiment attardé sur son rapport au succès et son rapport aux arts majeurs, arts mineurs. Pour lui, la chanson, c'est de la chansonnette, ça vaut pas grand-chose par rapport à la peinture, par rapport à la musique classique. Voilà, donc on a vraiment choisi un angle qui, à notre sens, n'avait pas encore été complètement creusé. Oui, et puis le fait aussi qu'il ait eu du succès sur le tard. 37 ans. À 37 ans, en 1965, il gagne l'Eurovision avec France Gall, avec Poupée de cire, Poupée de son, en tant que compositeur et auteur. Et il a déjà 37 ans. Il a fait 6 albums qui n'ont absolument pas marché. Il a été pianiste de jazz dans des petits cabarets pendant longtemps. Serge Gainsbourg est quasiment inconnu du public en 1965, alors qu'il a déjà 37 ans. Il est devenu cette star nationale et même internationale assez tard dans sa vie. Et en fait, je pense que ce qui résume bien aussi la situation pour que les gens comprennent, c'est qu'il y a un poster de Salut les copains qu'on a montré d'ailleurs dans la conférence. On voit du magazine Salut les copains. On voit justement, donc c'est la période yéyé. En fait, Serge Gainsbourg, c'est le seul de sa génération. À côté, il y a France Gall, Claude François, tous les petits jeunes qui ont encore la vingtaine. Et il n'y a que Serge Gainsbourg en fait de sa génération. Il est né en 1928 de même. C'est ça. Et vous êtes plutôt Gainsbourg ou Gainsbar, vous, à titre perso? Parce qu'il y a eu quand même ce personnage, double. Les deux personnages sont indissociables. L'un ne va pas sans l'autre. Après, effectivement, Gainsbourg a quand même fini sa vie de manière un peu triste en exhibant sa consommation d'alcool, sa consommation de cigarettes, sa vie privée, ses déboires amoureux. Donc effectivement, c'est pas la période de sa vie sans doute la plus glorieuse que celle de Gainsbar, où il est invité sur tous les plateaux télé pour être vulgaire et injurieux. Donc j'aurais plutôt des billets de banque. Voilà, entre autres, j'aurais plutôt tendance à répondre Gainsbourg, mais j'ai aussi du respect pour Gainsbar jusqu'au bout. Même chose, Solange. Oui, et puis je pense que ça permet aussi de bien comprendre le personnage, parce que le Gainsbar, mine de rien, c'était peut-être aussi, une manière aussi de montrer, peut-être ce décalage qu'il y avait, entre le compromis qu'il a dû faire, et en fait, ça l'a amené à ça, à cette espèce d'extrême. Donc, ça fait partie du personnage. Pour comprendre Gainsbourg, il faut aussi aimer Gainsbar, je pense. Voilà, c'est un tout. En tout cas, on a vu que vous avez bien révisé quand même, votre Serge Gainsbourg. Félicitations. Donc, on va tester un petit peu vos connaissances à présent. Alors, d'abord, des petites questions, comme ça, pour se mettre en jambe. Quel était le vrai nom de Serge Gainsbourg? Tu y vas ou j'y vais? Lucien Gainsbourg, G-I-N-S-B-U-R-G. Voilà, en même temps, on fait motus. En même temps, vous l'avez très bien épelé. Je sais pas d'ailleurs si on dit Ginsburg, peut-être. Ginsburg, voilà, c'était son vrai nom, Lucien. Et puis après, son fils aussi s'appelait Lucien, Lulu. Donc voilà, Lucien Ginsburg, son vrai nom. 1 point déjà. Et qui jouait Serge Gainsbourg dans le film Gainsbourg, vie héroïque de Johann Sfar. Quel était le comédien? Eric Elmosino. Oui. Ouais, bravo. Je me suis dit, c'était un piège parce qu'on ne se rappelle jamais de son nom. Voilà, c'est Eric Elmosino qu'on voit à l'image et qui faisait un très bon Gainsbourg. Vous l'avez vu ce film? Excellent film. Ouais, moi, je l'ai revu pour préparer la conférence. J'avais pas aimé quand il est sorti. J'aime pas trop le mélange des genres en général. Entre dessin et puis. Exactement. Et puis en fait, à la deuxième lecture, au deuxième visionnage il y a quelques jours, je me suis dit si quand même. Ça peut valoir le coup. Il a repris l'histoire à sa sauce, j'ai bien aimé. En tout cas, Serge Gainsbourg aussi, homme à femme. Vous pouvez me citer 3 de ses compagnes? J'y vais, c'est pour moi ça. Elisabeth Levitsky, sa première femme. Oula, oui, non, d'accord, on n'est pas allé si loin là. Et puis bien évidemment Brigitte Bardot, avec qui il a connu une aventure torride de 3 mois et à qui il a dédié le morceau Initial Bibi, juste après la rupture, on le voit à l'écran. Jane Birkin, évidemment, qu'il a rencontré dans la foulée sur le tournage du film Slogan. Il est très très bon, il faut absolument voir ce film Slogan parce qu'en fait ça raconte l'histoire d'un vieux monsieur qui rencontre une jeune fille anglaise et ils se rencontrent. En fait, ce film, ça devient leur histoire parce qu'ils se sont vraiment rencontrés en coulisses aussi sur ce film et l'histoire du film. Mise en abîme, réalité, fiction de fou, quoi. C'est fabuleux. Et puis une troisième femme, Bambou, qui est sa dernière compagne qui l'a accompagnée dans les dernières années de sa vie.
Et oui, voilà, vous avez tout bon. C'est parfait. Et qui a donné son fils, justement, Lulu, dont on parlait. On avait aussi un petit blind test, mais on va se le faire vite fait parce qu'on a très peu de temps. Premier titre, c'est parti. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. Laetitia, L.A. T-I-A. C'est sa période méconnue, hein, justement, du début. C'était l'album du jazz dans le ravin, à l'époque. Un autre, rapidement. Princesse des ténèbres, archange maudit. On est sur l'album Mélodie Nelson, en effet. Balade de Mélodie. C'est Mélodie tout court, en fait, qui est le préambule, a priori, de cet album concept Mélodie Nelson. Superbe album, sublime album de Gainsbourg. Pouce en l'air pour Mélodie Nelson. Une autre? Pas la surprendre, pas l'entreprendre, pauvre. Là, ne pas la surprendre, pas l'entreprendre, de but en bas. Je crois qu'il l'a dit, le titre, hein, mais c'est Pauvre Lola. Pauvre Lola, j'étais pas sûr. Ouais, un morceau qui a été repris par Bourvil, notamment. Ouais, qui a été repris par Bourvil en pastiche, voilà. Et là, avec le rire de France Gall qu'on entend dans cette chanson, on finit un dernier tube. Et puis après... À ta mémoire de... Hyper facile. Sur la BO du film Le Pacha. Le Pacha. En effet, 1968, d'après Dvorak, puisque Dvorak d'ailleurs on doit dire, hein, il s'inspirait beaucoup de la musique classique. Bah, merci beaucoup, vous êtes super fort. Voilà, c'est sans faute, validé 20 sur 20, vive la France. C'est grâce à Chili Jazz, je redis son nom parce que c'est lui qui a aussi, lui et surtout lui qui a construit la conférence et qui nous a filé des livres, des films, des trucs. Donc sans lui, qui a été votre professeur. C'est ça. Et il a bien travaillé. En tout cas, rendez-vous samedi pour une soirée mix français, années 60 à 90, boum boum au toute étoile. C'est à partir de 21h, Monsieur Machin, rue Saint-Léonard à Nantes. Et on accueille tout de suite Alexis pour sa chronique ciné qui va être un peu plus itsy-bitsy là. À tout de suite. Voilà, votre mission, si vous l'acceptez, Alexis, vous avez 4 minutes. On a débordé avec vos amis, parce que je crois que vous connaissez un petit peu. Un petit peu. Mais on va aller vite dans le vif du sujet. Oui. Rétrospective Morricone. Alors, une rétrospective Morricone qui a lieu actuellement au cinéma Le Cinématographe, donc en plein centre-ville de Nantes, dont on a déjà parlé ici très régulièrement, j'imagine. Et je vais me concentrer sur 3 films qui seront projetés entre aujourd'hui et jeudi prochain. 3 films qui font partie, bien sûr, du palmarès de Ennio Morricone, compositeur italien de musique de films qui venaient de tous les horizons, puis il continue à en faire de temps en temps. Il ne fait plus de concerts, par contre, il est très âgé. Et il a surtout été connu grâce à sa collaboration avec Sergio Leone. Voilà, son compatriotes et amis d'enfance, puisqu'ils ont fait ils ont été dans quelques classes ensemble lorsqu'ils étaient jeunes. Donc je vais vous parler de ces 3 films qui forment la trilogie du dollar ou la trilogie de l'homme sans nom, une trilogie plus thématique, mais qui retrouve aussi des éléments importants, à savoir déjà la présence dans le rôle principal de Clint Eastwood. Monsieur Clint Eastwood, ni plus ni moins. Ni plus ni moins, voilà. Donc ces 3 films pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, et Le Bon, la Brute et le Truand, ont été tournés en 3 ans, enfin vraiment un film par an pendant 3 ans. Productif. De 64 à 66. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ces 3 films sont sortis presque la même année, enfin de manière consécutive en France, et puis même partout dans le monde, aux États-Unis notamment, ce qui fait que le public français a eu coup sur coup les 3 films, qui sont aussi autant de chefs-d'œuvre. Donc ça a dû être un événement cinématographique à part entière. Je n'étais pas né, hélas. C'était à quel moment? On est dans les années... C'est de 64 à 66. Voilà. La fille qui a battu. Donc aujourd'hui, ces 3 films sont très respectés, très connus, et on peut dire que c'est un passage obligé de chez obligé pour tout cinéphile qui se respecte. Mais le succès n'était pas si évident que ça à l'époque, puisque le réalisateur, lors du premier film, pour une poignée de dollars, le réalisateur n'était pas connu, Sergio Leone. Il a tourné sous un pseudo qui était Bob Robertson, qui faisait référence au pseudo de son père, réalisateur également, qui avait pris le pseudonyme Roberto Roberti, donc Robertson, fils de Robert, enfin bref, voilà. C'est dit, avec un nom américain, ça marchera mieux que Sergio Leone, on sait pas. C'était une pratique très courante à l'époque de prendre des pseudonymes pour justement vendre le film à l'international, notamment aux États-Unis, ce qui pouvait d'autant servir lorsqu'on faisait des westerns qui étaient un genre essentiellement américain. C'est après qu'il est devenu spaghetti. Alors, Sergio Leone, avec Sergio Leone, le western devient spaghetti. Donc le film tourne une coproduction italienne et allemande, enfin essentiellement italienne, avec des acteurs américains et italiens également, tourné en Espagne, donc pour retrouver les paysages qu'on peut retrouver dans les westerns de l'âge d'or américain,
mais par contre, il n'existe pas non plus de version originale du film. Il n'y a pas de version italienne. Il y a autant de versions qu'il y a de pays, puisque le film a été tourné comme ça se faisait à l'époque, chacun dans la langue d'origine. Et puis ensuite, on refait tous les dialogues en post-production. Il reste 1 minute, Alexis. Ouh là là. C'est course contre la montre. Hein. Alors rapidement, donc le premier film, Pour une poignée de dollars, était un remake à l'époque, un remake de Yojimbo, qui était sorti sous le titre Le garde du corps en français, qui est un film de 1961 réalisé par Akira Kurosawa, avec son acteur fétiche Toshiro Mifune, qui jouait déjà L'homme sans nom, qui reprenait, et le film donc de Leone reprend le même principe de un personnage qui arrive, qui est un solitaire et qui va se jouer des 2 gangs dans le même village pour les détruire tous les 2. Bon. Il reste 20 secondes, c'est vraiment... C'est un carnage, je suis désolée. Non, mais c'est pas de problème. Donc, c'était pas évident le succès à l'époque, n'empêche que les 3 films ont cumulé 4 millions et 6 millions d'entrées, donc en 1 an et demi, 2 ans. Donc Sergio Leone, très rapidement, s'est imposé sur la scène internationale comme un très grand réalisateur. C'est à voir au cinématographe dans les jours à venir. On vous renvoie aussi du cinématographe. Désolée pour cette chronique écourtée. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. À très vite.